Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur multicarte Geoffroy Bar. Enfin, normalement, j'ai l'habitude de le présenter avec Geoffroy Bar parce que ce 70e numéro de notre podcast est un petit peu particulier aujourd'hui. Tu n'es pas présent à mes côtés, Geoffroy. Bon, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine quand même. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, je ne suis pas dispo cette semaine, je suis en préparatif d'un gros événement qui arrive là dans quelques jours, c'est le Festival of Speed de Goodwood. Je vais être aux commentaires et du coup, voilà, on a eu du mal à trouver un moment dans notre planning tous les deux. Donc ce débrief d'Imola, je sèche, mais on me retrouve au micro avec le Festival of Speed. Et puis évidemment, je te retrouverai après pour reprendre le rythme normal, mais je sais en tout cas que tu nous as trouvé quelqu'un pour être à tes côtés pour cet épisode. Oui, en effet, je suis en bonne compagnie pour cet épisode. En tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir dans quelques minutes dans notre podcast un pilote de référence en LMP3 qui est passé par la Ligue Européenne Series, qui a gagné d'ailleurs avec le team Virage. C'est Gillian Henrion. Et Gillian, eh bien, malgré une course qui aura été un petit peu difficile sur ce tracé d'Imola, a accepté de venir quelques minutes à notre micro. Donc pour parler endurance dans l'Endurance Club, on va essayer de vous donner des chiffres, des petites infos insolites, des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître ce monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et ce week-end, eh bien, je dois dire que à Imola, ça a été assez compliqué, hein, la gestion, que ce soit avec la température qui était extrêmement estivale, au-delà des 35-40 degrés, c'était difficilement respirable, même d'ailleurs sur cette piste d'Imola, difficile pour les moteurs aussi, difficile vraiment pour l'ensemble des concurrents, et peut-être même difficile pour les pneumatiques aussi, hein, que ce soit Goodyear ou Michelin. Alors même si c'est une piste qui a priori ne dégrade pas trop les pneumatiques, eh bien on sait que parfois ça peut être un petit peu compliqué justement la gestion d'un week-end comme celui-ci à Imola. Donc c'était la troisième manche de la saison, puisque Geoffroy n'est pas là, je fais son boulot. Et on va présenter donc eh bien ces 4 heures d'Imola. C'était le dimanche 6 juillet que cette course s'est passée et vous le savez, 44 voitures sont engagées en ELMS. Nos 5 femmes sont là aussi avec Sarah Bovy, Mitchell Gatting qui faisait son retour alors que normalement on tablait plutôt sur un retour au Brésil. Elle a tenu à être présente donc sur cette épreuve d'Imola puisque l'année dernière les Iron Dames avaient réussi à s'imposer et puis surtout eh bien, les Iron Dames en arrivant ici à Imola, elles étaient tout simplement en tête de ce classement général avec 4 points d'avance sur l'équipe Richard Mille AF Corset et avec 5 points, non, un petit peu plus même d'ailleurs, avec 7 points d'avance sur la Ferrari de chez Spirit of Race. Voilà, ça c'est en catégorie LMGT3. On a bien sûr Célia Martin qui est la 3e Iron Dame. On a Lilou Wadou qui fait partie de l'équipage de chez Ferrari Richard Mille AF Corset qui arrive donc eh bien toute fraîchement victorieuse au Castellet. Au Mans, ça s'est un petit peu moins bien passé avec son équipe et avec les pilotes, non, Custodio Toledo qui prend de plus en plus d'expérience. Mais voilà, franchement, en termes de pilote bronze, c'est sûr que ce n'est pas forcément évident. Voilà, ils arrivaient en deuxième position et donc avaient le succès ballast, hein, là aussi, il faut bien le rappeler, pour les voitures donc, qui sont engagées en LMGT3. Et puis donc, Jamie Chadwick, hein, victorieuse à 2 reprises avec l'équipe Idexport Genesis Magma Racing et Jamie Chadwick, Mathis Jobert et Danny Juncadella eh bien, arrivent avec 50 points, soit un petit peu moins d'une victoire d'avance sur l'équipe Vector Sport. Autant dire que en arrivant à Imola, ils avaient envie de se rattraper et de faire oublier la performance du Mans où malheureusement eh bien, les 2 voitures ont été victimes du même problème, 2 écrous qui ont été mal serrés, mal vissés et alors certainement un problème mécanique, mais en tout cas, les 2 voitures ont été contraintes à l'abandon, autant la 18 que la 28 aux 24 heures du Mans, et donc forcément, eh bien, il a fallu se remobiliser. Et chez IDEC, eh bien, on s'est remobilisé justement, puisque lors du Pit Stop Challenge, une chose qui arrive depuis maintenant 2023, hein, depuis donc l'épreuve en Aragon, c'était en 2023 donc. 2024, on sait que maintenant, eh bien, il y a eu une victoire pour l'équipe IDEC Sport, et ils espéraient après les 2 premières éditions de ce Pit Stop Challenge by Total Energy, eh bien être en première position. Et chez IDEC, ils ont terminé 3e de cette performance qui met en valeur les mécaniciens pour remplacer les 4 roues d'une LMP2, d'une LMP3 ou d'une LMGT3. Eh bien, on essaie d'être le plus rapide possible et c'est vrai que c'est un challenge qui est assez intéressant.
victoire donc en cette édition 2025 de l'équipe Panis VDS Racing. C'est plutôt une très très bonne nouvelle pour eux. L'équipe VDS Panis Racing qui a réussi à faire la meilleure performance en catégorie LMP2 face notamment à l'équipe Duken Team qui avait réussi à s'illustrer aussi à l'issue des qualifications. Et oui, ça s'est joué à pas grand-chose, hein, puisque en qualif, eh bien, l'équipe Duken avait réussi à faire un chrono de un petit peu plus de 15 secondes avec Michael Duterk, Kevin Dedrix et Jawen Fronton. Et donc, eh bien, finalement, c'est l'équipe VDS Panis Racing qui a réussi à s'illustrer donc avec ces trois mécaniciens qui auront été donc bien au rendez-vous là aussi et très à l'aise. C'est Nicolas Letendard, Christophe Vicente et Flavien Bory qui étaient donc préposés au changement de ses pneus. Chez Ultimate, troisième victoire en 3 éditions du Pit Stop Challenge by Total Energy. Donc ça, c'est une belle chose rondement menée. Et puis, eh bien, les Iron Dames s'étaient imposés l'année dernière, autant en piste que lors du Pit Stop Challenge. Cette année, c'est l'équipe Kessel Racing qui a vraiment fait la razzia avec les deux voitures qui ont réussi dans ce Pit Stop Challenge à s'illustrer, et les mécaniciens surtout, de cette équipe Kessel. Passons à la course, désormais, avec donc une séance qualificative qui s'est déroulée pour les LMP2 et les LMP2 Pro-Am, eh bien, dans des conditions difficiles, mouillées, piste allant s'asséchant notamment, et donc eh bien, la grille de départ était un petit peu particulière, avec notamment une pole position pour l'équipe Algarve Pro Racing et Théo Pourchère qui a réussi à donc s'illustrer, à prendre la première position. C'était l'équipe Duken Team qui avait réussi à faire cette performance à Barcelone, et c'était l'équipe Inter-Europol qui s'était illustrée au Castellet. Et bien là, à Imola, Théo Pourchère et l'équipe Algarve Pro Racing partaient en pole position, et une course qui démarrait à midi donc pour cette troisième manche de l'année en ELMS, et qui s'est vraiment déroulée dans des conditions encore un petit peu difficiles, délicates et changeantes surtout, puisque bien on le disait et on le rappelle, ce week-end a été marqué par les fortes chaleurs mais aussi par les averses et les précipitations, et c'est ce qui s'est passé donc durant cette course de 4 heures, avec les deux premières heures globalement qui se sont déroulées sur le sec, et puis on a eu une averse à partir de 14 heures à la mi-course. Et cette averse donc a pu un petit peu jouer des tours à certains concurrents. Et on va commencer par la catégorie LMP2 hein, qui voit la victoire de l'équipe VDS Panis Racing. Deuxième année consécutive que cette équipe s'impose avec un petit peu plus de 8 secondes 6 d'avance. Tom Dillman et l'équipe Inter-Europol Compétition ont terminé à la deuxième position. Il y a eu des petits contacts quand même hein, sur la piste, notamment au dépassement de pilotes retardataires. On sait que l'équipe Inter-Europol a gagné les 24 heures du Mans et voulait absolument s'imposer encore une fois pour peut-être revenir au classement. Il ne totalisait que 20 points après les deux premières manches, et donc en quatrième position du général, mais déjà avec 30 points de retard sur l'équipe Idexport. Et bien là, en terminant deuxième et en essayant de se précipiter un petit peu dans le dépassement des retardataires, ça aurait pu mal se terminer. Cette équipe Inter-Europol Compétition qui va quand même marquer les 18 points de la deuxième position et remonter au classement en troisième place. Derrière donc VDS Panis Racing qui reprend les commandes du championnat. Vous allez me dire mais pourquoi? Et Geoffroy me l'aurait dit, m'aurait demandé pourquoi. Eh bien parce que l'équipe Idexport, Genesis Magma Racing, a commis une petite erreur avec Dani Juncadella à son volant. C'était une piste piégeuse, il y avait un petit peu de pluie, et l'attaque sur le vibreur a été peut-être un petit peu trop franche, et Dani Juncadella s'est retrouvé piégé à la variante T Alta. Dégâts à l'avant du véhicule, et surtout beaucoup de temps de perdu et une 11e place finale, ce qui fait qu'il reste bloqué à 50 points, tandis que l'équipe VDS Panis Racing empoche les 25 points de la victoire et totalise désormais 51 points. Donc à l'issue de cette course d'Imola, on retrouve VDS Panis Racing, Idexport, Inter-Europol Compétition et Algarve Pro Racing qui montent sur le podium pour la première fois de cette saison après avoir terminé 5e et 8e. Et bien Imola, c'est le premier podium pour Lorenzo Fluxa, Mathias Kaiser et Théo Pourchère. Premier podium de tous les trois ensemble, hein, j'entends, pour l'équipe Algarve Pro Racing qui font une remontée au classement avec 30 points désormais. Ils ont quand même 21 unités de retard sur VDS Panis Racing. Derrière, on retrouve Vector Sport en 5e position. L'équipe CLX Motorsport 6e.
avec 25 points. Et derrière, par contre, c'est un petit peu plus loin. Donc, en catégorie LMP2 Pro, il n'y a pas eu de grosses perturbations. Il y a quand même une surprise au niveau notamment de l'équipe Nielsen Racing qui a fait partir Felipe Albuquerque dans les premiers relais, alors que on pouvait s'imaginer que ce soit le pilote Silver, Jem Boluk-Bassi, qui soit sélectionné pour faire ce départ. Mais non, a priori, le pilote turc était plus à son aise sur cette piste d'Imola. Et donc, on l'a retrouvé en deuxième dans cette catégorie donc LMP2 et surtout dans les différents relais qui ont été mis en place par l'équipe Nielsen Racing et par les petits camarades. On va quand même revenir sur des temps forts, hein, bien sûr, notamment un drapeau rouge qui a été agité après donc quelques minutes dans cette course, notamment après un incident. Alors on sait que c'est difficile de doubler, vous le savez évidemment, et donc le dépassement de Martin Berry avec cette Mercedes numéro 63 qui en LMGT3 partait en pole et qui est plus à son aise hein, en ELMS qu'en WEC tout simplement, eh bien, a tenté une attaque à un moment donné sur la voiture numéro 86 pilotée par Michael Wainwright. Et ça s'est mal terminé. Deux voitures donc en difficulté et au contact. Et du coup, eh bien, ces deux voitures ont retraversé la piste. Et derrière, ça a été l'empilement avec Takeshi Kimura qui s'est retrouvé piégé. Et Paul Lafargue, malheureusement, pour l'équipe IDEC avec la voiture numéro 28. Gros carton. Plus de peur que de mal, pas de blessures donc à dénoter, à dénombrer, mais en tout cas beaucoup de perte de temps et une trentaine de minutes, un petit peu moins de drapeau rouge. On a rajouté ce temps de drapeau rouge au temps total de course, contrairement peut-être à ce qui pouvait se passer à l'époque. Et bien là, on a décidé de prendre la jurisprudence de Spa-Francorchamps en WEC et donc on a rajouté les 22 minutes je crois qui donc manquaient pour compléter les 4 heures ici donc à Imola, une course qui aura donc je le disais été marquée par à la fois des accrochages, des incidents, quelques petits contacts aussi par-ci par-là avec notamment sous la pluie bien un contact entre Dani Juncadella et la voiture de l'équipe Inter-Europol Compétition pilotée par JB Ziemenauer. On a eu également eh bien une bataille assez intéressante justement, mais qui s'est mal terminée entre la GT de l'équipe Iron Dames, la Porsche hein, de Célia Martin, face notamment eh bien, à la voiture de Riccardo Agostini. Ils avaient pour consigne chez AF Corse Richard Mille de faire débuter leur meilleur pilote, le pilote le plus rapide en tout cas, ou celui qui a été désigné par l'équipe, parce que Custodio Toledo a été auteur d'un drapeau rouge à l'issue des qualifications et il était obligé de laisser son volant et de ne pas prendre le départ puisqu'il était dernier de son groupe, du groupe de LMGT3. Et donc c'est Riccardo Agostini qui commençait. Alors la remontée a été fantastique hein, pour lui, mais eh bien ça s'est terminé en contact donc avec une Porsche et cette Porsche des Iron Dames avec Célia Martin qui n'a pas été finalement à l'abri des différents problèmes puisque voilà, elle a été poussée en travers. Donc il y a eu quelques contacts, mais ça on le sait. Ça c'est Imola évidemment. Et puis eh bien, il faut bien préciser aussi qu'en LMP2, on a eu un super premier relais d'Oli Gray dans l'équipe VDS Panis Racing. C'est certainement ce qui a conduit aussi à emmener cette équipe aux avant-postes. On sait que depuis le début de saison, il y a beaucoup de rythme pour cette équipe VDS Panis Racing. Et donc, eh bien, là, Oli Gray l'a montré. Elle partait 8e cette voiture de chez VDS Panis Racing et elle est remontée jusqu'à la première position. Donc c'était effectivement un petit peu plus facile pour ses équipiers, et notamment donc Esteban Masson et Charles Milesi, de pouvoir donc célébrer une belle victoire et de continuer le travail donc justement et les différents relais. Voilà pour cette catégorie LMP2 avec quand même quelques petits incidents, on va dire, dus à la pluie, hein, bien sûr. Des pilotes qui se sont fait un petit peu piéger, conditions slick, des pilotes ont tenté, et des équipes ont tenté surtout de mettre les pneus pluie. C'était pas forcément le bon choix, donc beaucoup de temps de perdu et des positions un petit peu plus difficiles. Donc pour ces catégories LMP2 et pour cette catégorie LMP2 qui voit donc VDS Panis Racing s'imposer et qui voit également
eh bien, Algarve Pro Racing devancé d'un rien l'équipe Iron Lynx Proton, qui en fait eh bien, était sur le rythme de course extrêmement solide, un petit peu dans la lignée du Mans, hein, véritablement, mais pénalité sur la fin de cette course pour non-respect d'une procédure full course yellow, et du coup, cette voiture échoue au pied du podium, juste devant la CLX Motorsport de la voiture numéro 47 de Manuel Espirito Santo, de Pipo Derani et d'Enzo Fittipaldi. Cette voiture quand même qui est remontée, hein, qui partait 14e après des qualifs difficiles et qui termine 5e. Donc là aussi vraiment coup de chapeau parce que cette équipe CLX Motorsport avec la 47 remonte assez largement et marque de bons points. Voilà pour la catégorie LMP2. Et donc on va passer à la catégorie LMP2 Pro-Am avec la victoire nette et sans bavure si je puis dire de l'équipe Aoba ITF. Première victoire depuis le début de la saison pour l'équipe Aoba ITF en ELMS. Pareil hein, sur la lignée des 24 heures du Mans. Victorieuse donc des 24 heures cette équipe avec Dan Cameron, Louis Deletra et PJ Hayet. Eh bien victoire également à Imola pour l'équipe Aoba ITF. Donc ça s'est joué à pas grand chose face à l'équipe Proton Compétition notamment qui partait en pôle à l'issue d'une qualification qui s'est déroulée sous la pluie mais qui a été bien négociée par Giorgio Roda et l'équipe Proton Compétition. Donc voilà, ça a été une belle course effectuée par Louis Deletra qui a su résister hein, en fin d'étape, en fin d'épreuve et qui a su surtout creuser l'écart sur Ben Viscal qui est quand même un client. 5 secondes 9 d'écart finalement à l'arrivée entre Louis Deletra, vainqueur en LMP2 Pro-Am, et Ben Viscal. Et derrière, eh bien, en troisième position, on retrouvait Mathias Bech et Alex Quinn qui étaient à la lutte, l'équipe TDS Racing et l'équipe donc Algarve Pro Racing. Et c'est finalement l'équipe portugaise qui a pris l'avantage parce que dans les derniers instants, il y a eu un petit contact, une attaque osée de Mathias Bech à Piratella et ça s'est terminé dans le bac. Fort heureusement pour les deux voitures, ça n'a pas été une course qui s'est terminée dans le bac. Mais on a donc la troisième position qui revient donc à l'équipe Algarve Pro Racing dans cette catégorie LMP2 Pro-Am. Pas grand chose à souligner, peut-être si quand même l'équipe AF Corset qui a été malchanceuse, malheureuse après la phase de drapeau rouge, la voiture numéro 83 qui ne redémarrait pas idéalement. Et donc François Perraudot, Mathieu Vaxivière et Alessio Rovera étaient un petit peu piégés par cet incident. C'est bien dommage. On va citer quand même la performance de chez DKR Engineering avec Giorgio Skolovas hein, qui a été en mesure de placer la voiture eh bien, aux avant-postes, qui a laissé Thomas Laurent batailler pendant un petit moment justement aux avant-postes en LMP2 Pro-Am face à l'équipe Aoba ITF, face à l'équipe Algarve Pro Racing. Et finalement, malheureusement, Lorenz Heur en fin de course a été à la fois auteur de contact et victime de contact. Donc ça s'est mal terminé, ça s'est terminé dans le bac à gravier pour cette voiture de chez DKR Engineering. Et donc 2 tours de perdu, c'était bien trop et ça n'a pas permis à cette équipe de faire mieux que 7e en catégorie LMP2 Pro-Am. L'équipe Nielsen Racing qui arrivait en première position de cette catégorie eh bien, s'est fait sortir par l'équipe DKR et donc forcément eh bien, a perdu gros dans cet incident puisqu'il reste bloqué à 35 unités. Alors que l'équipe Aoba ITF désormais mène avec 48 points devant l'équipe Proton Compétition, 4 petits points derrière avec 44 unités, TDS Racing 42, donc autant dire que c'est très serré, et 41 points pour l'équipe Algarve Pro Racing. Je sais que Rachel nous écoute, donc on va parler d'AF Corset bien sûr, avec l'équipe de François Perraudot avec 39 points. Donc vous voyez que finalement il y a 13 points d'écart entre la voiture de chez Nielsen Racing 6e et la voiture de chez Aoba ITF leader avec 48 points donc au compteur à l'issue de cette étape d'Imola. Alors maintenant, eh bien, je vous l'ai dit, et Geoffroy nous l'a dit également, je suis en bonne compagnie puisque je vais retrouver Julien Lorion à l'issue de cette course qui va nous parler un petit peu eh bien, de ce qui s'est passé en LMP3, lui qui est engagé en catégorie justement LMP3, une catégorie chère à mon cœur, et engagé également eh bien, avec l'équipe RLRM Sport. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas forcément bien passé, mais en tout cas, il nous a répondu et il a pris un petit peu de temps justement pour pouvoir eh bien, partager ce numéro d'Endurance Club justement pour être le plus précis possible, notamment sur cette catégorie LMP3 qui a vu la victoire de l'équipe CLX Motorsport. Encore une victoire de l'équipe CLX Motorsport qui fait le carton plein, 78 points sur 78 possibles avec cette équipe suisse donc de chez CLX Motorsport, Adrien Cloménil, Théodore Jensen et Paul Lonchère. On va retrouver en tout cas eh bien, notre pilote LMP3 qui nous fait l'amitié de venir dans l'Endurance Club et ce ne sera pas le dernier pilote à venir évidemment, Julien Lorion
donc champion Ligue European Series, champion Michelin Le Mans Cup et l'année dernière donc avec le Team Virage qui s'est battu jusqu'au bout pour le titre cette année avec l'équipe RLRM Sport. C'est un début de saison un petit peu plus compliqué, mais on va retrouver Gillian donc avec grand plaisir. Salut Gillian. Salut Anthony. Bon, je suis trop content de t'avoir, même si ce week-end à Imola, effectivement, n'a pas été le meilleur, malheureusement. Qu'est-ce que tu retiens quand même de la piste ici, des conditions peut-être climatiques et de ta performance avec RLRM Sport? C'est sûr que c'est pas le week-end le plus simple qu'on ait eu depuis le début, mais plutôt un bon week-end. Déjà venir sur un circuit aussi mythique que Imola, c'est génial. On a eu des conditions météo qui ont été plus que sympas, avec des changements d'un seul coup de sec à pluie. Il a fallu s'adapter, mais non, un week-end dans la globalité où on a réussi à trouver, je pense, de la performance, en tout cas sur le setup de la voiture. Donc plus qu'à confirmer sur les prochaines courses. Malheureusement, malchanceux en course sur celle-ci, mais voilà, on va essayer de faire mieux pour les prochaines en tout cas. On revient d'ailleurs sur cette course et sur ce week-end global, j'allais dire, surtout touché par la météo un petit peu compliquée, donc il a fait très chaud. Vous avez des techniques justement prises à l'issue des essais et des données, bien sûr. Et puis il pleut, et là en qualif, comment tu te sens quand il y a la drache vraiment au moment où il faut pas, quoi? C'est pas simple, je me souviens qu'en plus on avait eu une GT qui s'était sortie dans le bac, donc ça a retardé notre qualification, et ce qui nous a permis d'avoir la pluie directement. Ça n'a pas été simple, moi en plus je suis parti en tête de front, donc c'est la pire place entre guillemets, parce que on prend les risques et les autres de derrière vont faire ce que tu ne fais pas, quoi. Donc si tu freines un peu trop tard, ils vont freiner un peu plus tôt et pouvoir réaliser un meilleur temps. Donc ça n'a pas été simple, et puis vu qu'il n'y avait qu'un seul tour, fallait mettre les pneus en température parce qu'on partait avec des pneus neufs pour certains, et c'était pas simple, quoi. Avec une météo comme ça, c'est vrai que quand on a eu des chaleurs aussi fortes toute la semaine, qu'on s'est entraîné, qu'on a préparé la voiture pour tel genre de conditions, de changer tout d'un coup, ça n'a pas été simple, et on l'a même eu en course avec ces changements de conditions qui sont juste phénoménales, quoi. Ouais, c'est clair, effectivement. Alors là, cette année, tu partages ta voiture, comme toutes les courses évidemment, avec deux pilotes bronze qui se connaissent bien, hein, Nick Hadcock et Michael Jensen, ils sont très potes. T'as pu tout de suite te sentir bien avec eux, justement, parce que c'est eux qui prennent les départs généralement. Ouais, c'est eux qui prennent tout le temps les 2 premières heures, et s'adapter avec eux, c'est tellement simple entre guillemets. C'est des personnes qui sont très très saines. C'est génial, quoi. On peut faire une mauvaise performance, ils vont être là à rassurer. J'ai l'impression, moi, ce que j'aurais dit hier, en fait, vous êtes des sophrologues, quoi. C'est quelque chose de vraiment spécial. Donc non, on travaille bien ensemble, sans parler du côté humain. On travaille plutôt bien ensemble, et puis voilà, je suis très content et très fier de pouvoir faire partie de l'équipe avec eux, quoi. Ouais, mais ça j'imagine effectivement, parce que c'est l'alchimie qui est la plus importante en endurance évidemment. Bon, revenons sur ce départ, départ un petit peu compliqué peut-être dans le peloton aussi, parce que les LMP3 mine de rien, alors même si tu prends plus de départ depuis que justement tu es en ELMS, mais c'est quand même un moment un peu particulier où il y a plusieurs catégories et il faut trouver sa place, quoi. C'est ça, c'est vraiment pas simple. Il y a un écart qui est fait entre les catégories. Je pense pas assez suffisant, parce qu'on a encore des fois sur les premiers tours sur le premier tour des contacts entre les catégories. Mais ouais, c'est quelque chose qui est pas simple. En Ligue Open Series, quand je les prenais, je partais entre guillemets en tête, donc en tout cas en première ligne, donc c'était beaucoup plus simple. Mais c'est sûr que là, quand on a 4 catégories au total, c'est la foire, quoi. Faut réussir à éviter les embouteillages, ce qui peut se passer. Faut regarder devant, derrière. Quand on est en P3, on est vraiment au milieu du paquet. Donc non, c'est un travail, et c'est sûr que chaque pilote qui arrive à terminer, à boucler le premier tour, c'est déjà un bel accomplissement, quoi. D'ailleurs, on a eu un contact d'entrée de jeu, hein, avec la voiture numéro 17 de chez CLX et la voiture 68 de chez M Racing. Deux voitures qui se battent pour le titre, comme toi, hein, d'ailleurs, évidemment, dans cette catégorie LMP3. Tout de suite, ça a été un petit peu chaud, et la voiture 68, en fait, a eu un très très mauvais meeting, justement, dû à ça, en fait. C'est ça, en fait, on a un accrochage au premier tour qui, entre guillemets, n'est pas important sur le début de course, mais par contre, dès que voilà, là il y a eu une erreur, qu'il allait dans le bac, et puis ensuite ça lui a détruit le pneu. Donc en fait, la petite chose qui s'est passée en début de course a eu des grosses conséquences en fin. Donc ouais, non, c'est le départ, c'est aussi c'est peut-être 80% de la course, quoi. Ouais, c'est Ça clair. conditionne.
C'est pas toujours facile de bien le prendre et de se faire sa place évidemment. Alors il y a eu une pénalité de 10 secondes pour l'équipe CLX Motorsport qui finalement va s'imposer quand même. Donc là ils ont plus d'une victoire d'avance sur le reste des concurrents. Ça reste serré derrière quand même. Donc il y a encore un peu d'espoir ou c'est compliqué? Alors honnêtement, je me vois pas gagner le championnat, en tout Ok. cas difficilement, sauf si nous on arrive à trouver de la performance et qu'on arrive à gagner toutes les courses comme ils l'ont fait et que eux euh, prennent aussi de la malchance comme on a pu l'avoir depuis le début. Ah, ils ont Mais 78 voilà, points. 33 points pour l'équipe Inter-Europol compétition et vous avec l'équipe 18, RLRM Sport, non 20 points. 20, Ah non oh, 10, attends. Ah oui non t'as raison 18 points. 18, ouais, parce que c'est les points du deuxième qu'on a marqué à Barcelone. Et depuis le Castellet, bah, on n'a pas marqué de points Hmm. à cause d'un accrochage avec une GT. Et là, faute mécanique, on arrête la course. Donc non, ouais, on a perdu de gros points. On devrait être classé, je pense, dans le top 3 si tout se mettait bout à bout. Mais ça reste du sport auto et du sport mécanique. Donc on dépend aussi beaucoup de ce qui se passe autour, quoi. Alors, il y a eu aussi justement un contact avec ta voiture, cette voiture numéro 15. D'entrée de jeu, c'est quoi, au 2, 3e tour avec Michael Jensen? Alors, on a eu un contact dès le premier tour comment? À Au à Tosa, Tosa? Ouais. ouais. Et on a eu un autre contact, alors là, enfin, quelques tours plus tard, avec une autre GT. Et ça a endommagé la voiture, on a dû s'arrêter pour réparer. Et après, on a eu cette rupture, entre guillemets, de la direction assistée. Donc, fin de course, on a essayé de réparer la voiture. Ligier est venu au plus vite pour trouver, mais le problème c'est que le changement était tellement important que ça prenait trop de temps pour nous. Donc on a préféré abandonner que de se retrouver en plein milieu du paquet une heure après. Enfin, ça n'y avait plus de réel intérêt. Et donc voilà quoi. C'était pas intéressant de faire des essais parce que ce circuit est tellement spécifique, c'est ça en fait? Non, c'est d'un côté. Alors, je sais pas combien de temps ça aurait pris. Ça se Hmm. trouve, ça prenait trop de temps et on serait même pas reparti pour la course. Mais d'un autre côté aussi, s'interférer dans une course où les personnes sont là depuis 2 heures et nous on n'a pas roulé, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente. On peut aussi risquer de casser la voiture. Ça aurait été pas mal de pouvoir découvrir comment réagissait la voiture. Mais je pense que on avait une question de temps qui était malheureusement pas compatible, quoi. Hmm. Je pense qu'on prenait trop de temps à réparer et ça l'aurait pas fait. Voilà. Ouais, je comprends. Mais donc du coup, c'est ça qui a causé l'abandon et pas les contacts successifs qui ont endommagé les cheesy, quand on appelle, les espèces de sabots derrière la voiture. Non, c'est pas ça, ouais, c'est vraiment la direction assistée qui a cessé de fonctionner. Et là, conduire avec une voiture comme ça, c'est quasiment impossible. Nick l'a fait sur un tour, mais ouais, c'est impossible. Donc on a préféré s'arrêter. Et puis non, les cheese, malheureusement, nous ont fait perdre du temps, mais pas arrêter la course, quoi. D'accord, ok. Bon, course à oublier, mais il faut aussi penser peut-être à l'avenir et donc on sait très bien que la piste de Spa c'est pas si mal aussi pour toi peut-être la prochaine. Donc voilà, en plus tu vas avoir double roulage puisque tu roules aussi en Michelin Le Mans Cup. Ah non, la double roulage, plus d'expérience, plus de temps sur la piste. Spa, c'est encore une fois un circuit mythique. Enfin, je veux dire, le championnat ELMS et le Mans Cup nous mettent des circuits enfin, juste extraordinaires. Donc non, ça va être un vrai plaisir déjà personnellement de rouler sur ce genre de piste. Et en plus de ça, on va essayer de performer et de donner de belles choses pour le public. Et puis pour mes deux équipes, c'est d'avoir au moins un podium et pourquoi pas une victoire. Bon, moi, dans l'Endurance Club, je suis un fervent supporter de la catégorie LMP3. Je sais que tu l'aimes bien aussi. Quelles sont les spécificités dans des courses de LMS comme ça, avec l'arrêt long, avec l'arrêt court, pour essayer de s'en sortir finalement, pour essayer d'être au mieux face à CLX, face à M-Racing et face peut-être à d'autres concurrents? Ah bah, je pense que pour les ingénieurs, ça doit être peut-être la catégorie où il se passe le plus de choses avec ces arrêts longs où il faut les faire le plus rapidement possible, en tout cas le plus tôt possible dans la course, au bon moment. Enfin non, c'est toute une organisation à avoir. Et c'est vrai que enfin, quand je vois, comme je le disais, Franck, enfin, c'est un truc de fou quoi. Il a des logiciels, il prépare tout, il a calculé. Enfin, Mais il a quoi? Il il a a un 30 peu ans d'avance. d'expérience, 40 ans d'expérience même, Franck, je sais pas, il va m'en vouloir, mais non, mais il est pas si vieux que ça, mais il a beaucoup Il va peut-être d'expérience. mal le prendre là. Mais non, mais on en discutait à table et c'est vrai j'ai l'impression qu'il a tout fait quoi. C'est un vrai caractère et une vraie personne au sein de l'équipe et c'est génial de pouvoir bosser avec une personne comme ça. Donc ça me permet aussi moi de pouvoir apprendre des choses de mon côté
Et puis voilà, chaque jour avec lui, j'en apprends, donc c'est génial, quoi. Ouais, mais ça c'est clair, effectivement. Alors, les LMP3, la difficulté, j'allais dire, en ELMS, c'est qu'il y a les LMP2 Pro ou Pro-Am, et puis les LMGT3. T'en as parlé là. C'est vrai que les deux incidents qui ont eu lieu, c'est avec des GT. Comment la cohabitation se fait finalement et comment tu t'y es habitué? Bah, c'est pas simple. Alors, la plupart du temps, quand on arrive dans un briefing, ils disent bon, bah, les prototypes respectez les GT. Là, au contraire, c'est l'inverse, c'est les GT qui respectent pas les prototypes, en tout cas dans les deux cas où on a eu. Ouais. Mais c'est pas simple. Là, surtout sur un circuit comme ça où enfin, la piste est très étroite et pour dépasser juste déjà une GT, c'est très compliqué. On doit attendre les lignes droites la plupart du temps. La piste, ouais, quand on les limite dans l'air pour les doubler. Donc non, c'est pas simple, il a fallu apprendre. Après, la Ligue Open Series prépare bien ce genre de choses avec les 2R et les P4. Ah, c'est vrai. Il y a cette différence et j'ai plutôt vite été adapté même en Le Mans Cup. Quand je suis arrivé en Le Mans Cup, la Ligue Open Series m'a permis en tout cas de connaître cette facette, à doubler des retardataires avec des voitures moins puissantes. Après, bah, du coup, le LMS apprend aussi avec ses P2 Oui. qui arrivent très très vite. Et oui, t'es plus Pour dans la la petite grande honnête. catégorie là. Ouais, là, quand on arrive en ELMS, c'est vrai que de doubler, c'est déjà quelque chose, mais de se faire doubler et de perdre le moins de temps possible, et des fois, je me souviens à Barcelone, utiliser ces P2 quand elles font doubler un concurrent pour pouvoir en profiter aussi, c'est tout un art et c'est génial, quoi. Ça offre d'autres possibilités, d'autres opportunités. Et non, c'est une autre facette de la course que j'adore, quoi. Ah, donc ça c'est intéressant. Alors les LMGT3, ben voilà, ça s'est passé aussi un petit peu de façon compliquée dans cette course, avec un gros crash aussi. Est-ce que tu as vu les images et est-ce que tu as vu un petit peu d'où ça partait et comment ça a pu se transformer? Voilà, quatre voitures qui viennent se percuter, enfin deux plutôt, Mm. et puis deux autres piégées, dont notamment la LMP2 de chez IDEC. Ça, c'est des situations un petit peu difficiles en fait. C'est ça, bah, surtout quand il se passe un accrochage entre deux pilotes et qu'il y a deux autres voitures qui rentrent en jeu. euh, Elles arrivent dans le virage et elles peuvent pas faire grand chose à part freiner et leur rentrer dedans, malheureusement. Donc c'est des choses qui arrivent. Après voilà, là, c'est plus un incident de course qu'autre chose, mais c'est toujours dommage. Mais bon, ce genre de choses, c'est très difficile à éviter, voire impossible. Mais bon, ça reste de la course auto, quoi, malheureusement. Ah ouais, non, c'est clair, ça peut forcément parfois mal se passer. Bon, pour revenir quand même avant de te libérer, parce que tu me fais le plaisir de quand même me répondre alors qu'on est encore à Imola et que évidemment la course, voilà, ça n'a pas été idéal. Pour revenir un petit peu à ce classement général et ce classement LMP3, ici en fait à Imola, hormis CLX Motorsport évidemment, j'ai l'impression quand même que ceux qui ont marqué des points ce week-end, c'est ceux qui n'en marquaient pas depuis le début de saison. Je sais pas ce que t'en penses, alors parce que on retrouve Racing Spirit of Le Mans qui est en deuxième position, et puis Euro International qui eux étaient quand même sur le podium la fois dernière, mais qui vont marquer quelques points. WTM by Rinaldi Racing aussi. Comment t'as suivi quand même cette course en catégorie LMP3 toi? Non, bah, j'ai regardé un peu les résultats et c'est vrai que oui, la plupart on a Team Virage aussi qui en avait pas marqué ou très peu. Ouais, bah qui marque pas beaucoup là parce qu'il s'est fait piéger Jacek Zielonka un peu Oui, tout seul là. malheureusement. Donc voilà, c'est pas forcément les équipes qui étaient devant qui marquent encore des points. Malheureusement, nous, on n'a pas marqué là deux courses de suite, donc ça cause quand même un écart. Mais de toute façon, voilà, on va essayer de partir du principe qu'à chaque course, on va faire le mieux qu'on peut faire sur la course. Et le championnat, malheureusement, il est très difficile à obtenir, voire quasiment impossible. Donc, on va essayer de réaliser les meilleures performances au moment où on a l'opportunité. Puis on verra où ça nous classe à la fin, quoi. Mais C'est quoi, c'est les coups d'éclat que tu cherches? des coups d'éclat, ouais, c'est sûr que ce serait sympa d'avoir une pole à la fin de l'année, mais après, au-delà de ça, c'est aussi de montrer qu'on a une certaine constante. Mhm. Et à l'instant T, ça a été compliqué parce qu'on a souffert de malchance. Mais le but, c'est que sur les 3 prochaines courses, on montre de belles choses, aussi bien Michael, Nick que moi et l'équipe, et montrer que voilà, on a la performance et que si tout s'était mis bout à bout, on aurait pu sûrement jouer le titre. Bon alors après, on sait que Ligier te suit attentivement parce que tu as eu cette performance après ta partie monoplace. On fera un épisode trajectoire avec toi, hein, Gillian, je te le dis. Mais en tout cas, c'est vrai que ça se passe bien depuis tes débuts en endurance. Tu as tout de suite compris comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que avec cette Ligier, j'ai l'impression que vous faites corps finalement ensemble. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer d'aller aussi chercher la performance sur un tour ou plutôt de jouer la performance sur
sur le long terme, sur les stints, sur les relais, pour les 3 prochaines épreuves de l'ELMS? C'est plus rechercher cette bonne performance sur tout le long d'une course. Voilà, on recherche quand même toujours une petite performance en qualif, mais le plus important c'est la course, c'est là où on marque le plus de points. Et en tout cas, moi je m'entraîne avec l'équipe à pousser là-dessus, à ce qu'on ait une bonne performance en course. Je sais, du coup j'ai pu développer cette Ligier et je connais ce qu'elle peut faire et comment elle peut le faire. Donc non, c'est plus sur ce point-là où on a travaillé, où voilà, à Barcelone, en qualif, on n'était pas performant, et par contre en course, on a réussi à montrer que voilà, on pouvait jouer la victoire. En tout cas, on n'en était pas très loin. Donc non, c'est plus sur ce genre de choses-là qu'on va travailler là pendant cette journée d'essai. Et puis voilà, montrer qu'en course, on aura la performance pour rivaliser. Il n'y a pas de stratégie de te faire débuter une course, c'est pas possible ça par exemple. Non, en tout cas c'est pas prévu. Je sais même pas si en ELMS c'est possible. Je sais qu'en Road to Le Mans il y avait la possibilité, mais en ELMS, enfin il y a la possibilité en ELMS si jamais on cause un drapeau rouge. Oui mais non, c'est pas ton objectif. C'est pas l'objectif. Mais après voilà, niveau stratégique, ça serait pas une bonne idée. C'est plus après c'est pour se montrer, mais le principal c'est d'avoir un bon résultat à la fin, quoi. Oui, on est d'accord effectivement, et Franck de toute façon voilà est motivé pour ça, donc bien sûr. L'année dernière cette équipe avait réussi à décrocher le titre, donc c'est vrai que voilà ça fait partie des bonnes équipes. Tu te sens bien d'ailleurs chez RLRM Sport parce que tu as la double casquette j'allais dire cette année où tu roules avec Motorsport 98 en Michelin Le Mans Cup et également avec RLRM Sport. Non, c'est deux équipes complètement différentes, toutes les deux professionnelles. Après, voilà, il y en a une qui est belge, enfin, donc forcément francophone. Voilà, le courant est passé plus vite, entre guillemets. Et puis RLR, voilà, c'est forcément, quand on parle français, on a la même langue. Bien donc sûr. c'est toujours très facile à s'intégrer dans une équipe. Puis après RLR, voilà, première fois que je me retrouve entre guillemets hors du cocon Team Virage. Donc voilà, il a fallu prendre un petit peu ses aises, mais bon, à partir du vendredi de la première course, c'était déjà fait. Mais voilà, il a fallu comprendre aussi comment l'équipe fonctionne. C'est aussi quelque chose que je connaissais pas. En étant avec Virage, je connaissais toujours la même chose. Mais voilà, les deux équipes, ça se passe super bien. Je suis très content. Mes 3 coéquipiers au total sont géniaux. Enfin, franchement, j'ai pas à me plaindre. Et tu arrives à vraiment travailler avec eux parce que tu commences à avoir de l'expérience maintenant pour développer la voiture, régler la voiture pour que le réglage leur aille aussi à eux et que toi tu sois rapide. Ça, c'est pas un frein, j'allais dire, ou en tout cas une difficulté quand tu es engagé en ELMS? C'est sûr que quand moi je conduis la voiture, que voilà, je fais mon feedback, je le fais par rapport à ce que je ressens, mais d'un autre côté, toujours c'est, écoute, je pense qu'on pourrait changer ça, mais je veux pas que pour mes coéquipiers ou pour mon coéquipier que ça puisse interférer sur sa performance. Il y a tellement un gros gain de différence entre les bronzes que les silver c'est souvent sur 3 dixièmes. Voilà. Donc c'est toujours compliqué voilà. Le plus important c'est que le bronze, que le pilote le plus expérimenté puisse avoir la voiture qui lui convienne. Mais voilà, après en ELMS on a tous un bronze, donc il faut tous s'adapter à son bronze. Bon, en tout cas tu le fais bien, et donc voilà, je croise les doigts pour toi la prochaine manche, donc à Spa où tu auras le double programme. Mais en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Anthony, merci à toi. Parce que voilà, après un week-end comme ça, je sais que c'est pas facile, et puis voilà, on a pas mal de choses à aborder à chaque fois. Donc voilà, je voulais mettre l'accent quand même sur le LMP3 et sur ta performance. Donc merci beaucoup Gillian Orion, et puis donc dans quelques semaines justement pour la reprise de l'ELMS après une pause. Tu vas faire quoi, tu sais, en été? Tu vas rester actif ou pas? Alors là, j'ai la semaine prochaine mes partiels à rattraper, donc là, ça va être sympa. Bon. Après mes 12 heures de route là cette nuit. Oh punaise. Donc je vais avoir ça, et puis après, ça va être recherche de partenaires, parce que c'est le cœur du métier, hein, entre guillemets. Il faut à chaque fois en retrouver. Et puis après, j'ai mes journées d'essai avec les deux équipes, donc ça va faire du bien ça aussi. Et puis peut-être une semaine de vacances. Et puis après, c'est reparti, quoi. Et après, c'est reparti en août. Merci beaucoup, et merci puis bon courage toi, pour la route, et à très vite. Merci beaucoup, Anthony. Eh bien voilà, c'était extrêmement intéressant. Merci à Gillian d'avoir pris le temps
de passer voilà, quelques minutes à l'issue de cette épreuve d'Imola. Programme chargé en plus hein, pour Gillian parce que voilà, il y a les études et puis il y a aussi la route à faire parce que quand on vient à Imola, eh bien, effectivement, c'est un sacré périple quand on vient surtout en voiture depuis le nord-est de la France, si je puis dire. Donc merci à Gillian et puis on va conclure ce numéro d'Endurance Club un petit peu spécial, bien sûr, vous l'avez noté, avec la catégorie LMGT3 et donc nos Iron Dames qui eh bien n'ont pas réussi à s'illustrer. Il y a eu une tentative, hein, Célia Martin était en tête de cette épreuve. Malheureusement pour les Iron Dames, eh bien, un tête à queue dans la chicane Villeneuve aura mis fin à leurs espoirs et cette Porsche s'est retrouvée tankée dans le bac à gravier. Bien dommage donc de se retrouver comme ça piégée pour Célia Martin qui a perdu du temps et qui malheureusement pour elle ne pouvait plus espérer bien faire pour le plus grand désarroi de Sarah Bovy. Hein. Si vous avez vu la course sur la chaîne YouTube de l'ELMS, vous avez bien compris que Sarah était extrêmement frustrée et déçue parce que cette Porsche, elle était, malgré le success ballast, en mesure de se battre pour le gain de la victoire dans cette catégorie LM GT3, donc ici à Imola. Et c'est vrai que ça ne s'est pas forcément bien passé puisque cette Porsche termine finalement en 9e position et va marquer peu de points. Il va laisser surtout la tête du classement général provisoire de cette catégorie LMGT3 à l'équipe AF Corset, la voiture numéro 51, pilotée par Conrad Lorsen, David Erigon et Charles-Henri Samani. Très très belle course, ils ont terminé 2 fois 5e depuis le début de la saison. Et là à Imola, eh bien, cette voiture de chez AF Corset termine 2e avec un très très bon dernier relais de Conrad Lorsen, hein, véritablement au volant de cette Ferrari numéro 51. Avec une lutte face notamment à Miguel Molina, une lutte face à Alessio Picariello, face à David Perel, eh bien c'est lui, hein, Conrad Lorsen, qui est sorti vainqueur de cette lutte. Alors bien aidé par une pénalité hein, aussi pour l'équipe Kessel Racing, Miguel Molina qui a été jugé responsable d'un contact un petit peu trop appuyé sur la voiture de l'équipe Spirit of Race pilotée par David Perel. Mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie également de ces courses à Imola où on sait que la possibilité de dépasser est moindre et la piste se resserre, il y a beaucoup de chicanes, il y a beaucoup d'imprévus là aussi. Et donc finalement, on s'est retrouvé avec la voiture de chez AF Corset qui termine 2e devant la Ferrari de chez Kessel Racing. Mais qui gagne? Eh bien, c'est l'équipe TF Sport, première victoire de la Corvette dans les séries ACO, cette Corvette nouvelle génération, hein, j'allais dire. En WEC et en ELMS, on a été proche de s'imposer. Et là, eh bien, c'est le cas pour cette équipe TF Sport qui était restée sur un abandon au Castellet et une 6e place à Barcelone. Eh bien, cette victoire va faire du bien pour le trio Rui Andrade, Charlie Eastwood et Hiroshi Koizumi, qui a fait un excellent travail. Hein, des mots de Charlie Samani qui est venu dans la cabine de commentaires justement et qui a eu de très bons mots sur Hiroshi Koizumi qui fait partie des pilotes de référence. Cette voiture numéro 82 de chez TF Sport, eh bien, elle recolle à 5 points simplement de l'équipe AF Corset, 38 unités pour la Ferrari 51, 34 unités pour la Ferrari 55 et 33 points à égalité avec les Iron Dames pour cette Corvette numéro 82 de chez TF Sport. Donc voilà, c'est vrai que ça fait effectivement plaisir pour l'équipe de Tom Ferrier de voir que ce week-end s'est extrêmement bien passé, notamment donc pour cette Corvette qui a réussi à faire une performance remarquable puisque ça faisait depuis 2011 que Corvette n'était pas monté sur le podium sur cette piste d'Imola et ça avait été avec l'équipe L'Arbre Compétition que c'était arrivé, c'était en LMGTE AM à l'époque et bien là c'est en LMGT3 que ça se passe et c'est une victoire, même c'est même mieux que l'équipe L'Arbre, victoire donc pour TF Sport dans une course qui aura été marquée, on le disait un petit peu plus tôt, par différents contacts, l'équipe Racing Spirit of Le Mans notamment, cette Aston Martin numéro 59 qui était bien parti, qui s'est lancé en 2e position à l'issue des qualifications avec un très bon travail de Clément Matteux, mais malheureusement pour eux, eh bien, il y a eu des contacts et ils terminent un petit peu loin, donc loin de leurs espérances, loin de leurs attentes également. Valentin Asselot qui termine à la 7e position devant la Ferrari Richard Mille AF Corset et la Porsche des Iron Dames. Donc forcément une course à oublier et malheureusement parce que le rythme était là, hein, donc difficile d'oublier alors qu'on était peut-être parti pour faire une performance en terminant sur le podium pour cette équipe Racing Spirit of Le Mans qui retombe à la 7e position avec 21 points. Ça reste serré quand même en LMGT3, hein, vraiment, avec finalement
Entre la première place et la 10e, 19 points d'écart, donc moins d'une victoire. Autant dire que tout est encore possible et les choses sont extrêmement serrées dans cette catégorie, donc qui voit plusieurs beaux profils être engagés et notamment un Alessio Picariello qui nous a fait une fin de course extrêmement intéressante. Lui qui a terminé deuxième de l'épreuve des 24 heures de Spa. Vous le savez, justement, on en avait parlé, hein, Geoffroy, la semaine dernière. Donc voilà, il se classe cette fois-ci en 4e position, au pied du podium, Alessio Picariello, avec cette voiture de chez Proton Competition. Cette Porsche qui va essayer de remonter, hein, qui était sur le podium à Barcelone, qui avait terminé 8e au Castellet, et qui donc là termine au pied du podium à Imola. Donc tout est possible pour Matteo Cressoni, pour Alessio Picariello et pour Christian Ried, donc pilote qui a réussi à se replacer. Bon, il a été appelé évidemment, mais c'est lui le patron de l'équipe Proton Compétition, donc lui a demandé, tiens, tu connais pas un bronze pas cher? Si, si, ben moi. Donc c'est bon, effectivement, il a réussi à faire de belles performances et à s'acclimater à cette Porsche nouvelle génération. Christian Ried, on n'attendait pas moins de lui, hein, évidemment, le pilote allemand. Donc dans cette course d'Imola, qui a vu donc, on le disait, la victoire de cette équipe TF Sport. Voilà pour le résumé, alors un petit peu simplifié, mais on voulait quand même vous offrir un épisode, hein, cette semaine, évidemment, dans l'Endurance Club, parce que vous êtes fidèles, vous êtes passionné par l'endurance, et voilà, même si Geoffroy n'a pas pu se libérer et on n'a pas pu trouver de temps ensemble, eh bien on voulait quand même vous offrir un épisode. Je vais quand même conclure en parlant du WEC à Interlagos, hein, évidemment, prochaine manche de la saison, que le WEC au Brésil, c'est toujours un événement et donc on va attendre ça avec grande impatience, avec les luttes pour la victoire qui peut-être se feront entre Ferrari ou pas, mais en tout cas, eh bien, c'est vrai que ça va être intéressant à suivre surtout. Donc dès la semaine prochaine, on fera un débrief plus classique, Geoffroy. On essaiera d'avoir donc eh bien, la possibilité d'être tous les deux, avoir des disponibilités ensemble et nous offrir et vous offrir eh bien, un autre épisode de l'Endurance Club avec C'est quoi ton actu, avec des petites blagues, avec tout ce qu'il faut. Voilà, moi c'était plus difficile évidemment de vous accompagner tout seul. Heureusement que Gillian Henrion est venu justement agrémenter notre épisode ici de récap de cette épreuve d'Imola, troisième manche de l'ELMS. On se retrouvera à Spa-Francorchamps pour la prochaine étape justement en ELMS. Ça sera aux alentours du 23, 24, 25 août pour les connaisseurs. Voilà pour cet épisode de l'Endurance Club. Bah, j'espère que ça vous a plu quand même de pouvoir avoir quelques infos sur l'European Le Mans Series. On a profité de la chaleur, on a profité aussi de quelques averses, mais en tout cas c'est toujours un plaisir de venir à Imola. On sait que le tracé plaît bien aux pilotes, c'est plus difficile de dépasser, mais bien en tout cas on était ravis de pouvoir être en Émilie-Romagne et on était ravis surtout de vous offrir un épisode de l'Endurance Club, même s'il était un petit peu différent. Eh bien en tout cas il a existé cet épisode et on vous remercie, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine après donc les 6 heures d'Interlagos pour la suite de ce championnat ELMS, la suite de championnat WEC et on fera un petit point sur l'IMSA bien évidemment aussi pour les épisodes d'été avant la trêve estivale pour nous aussi, pour mieux revenir en août pour vous présenter donc l'épreuve des 4 heures de Spa. Mais avant cela, il y aura du WEC au Brésil. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous soutenir, de nous envoyer quelques petits messages sur YouTube, sur les différentes plateformes. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine, justement, parce que vous êtes là, vous faites partie du club, de cet Endurance Club. Et n'hésitez pas à mettre quelques étoiles. 5 étoiles, ça serait parfait, évidemment, pour nous. Même si vous avez la possibilité, justement, eh bien, de commenter cet épisode sur YouTube, n'hésitez pas, bien évidemment. Merci Geoffroy quand même pour ta contribution maigre cette semaine, mais contribution tout de même. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Endurance Club. Salut à tous, ciao ciao.